On va donc ensemble échanger sur la seconde table ronde. Donc impact environnemental, quelle contribution de la filière à la transition écologique, hein. C'est un autre sujet d'actualité globale brûlante, hein. Ça fait partie de la feuille de route, je dirais, centrale du nouvel exécutif, hein, globalement. Et absolument tous les secteurs économiques sont concernés par, je dirais, une nouvelle dynamique sur ce champ de l'impact environnemental à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire pas simplement la réduction des consommations de carbone, mais l'économie circulaire. Enfin, on va voir tous les sujets qui seront abordés. Je vous présente les intervenants de la droite vers la gauche. Donc, docteur Julien Lopier, vous êtes secrétaire général de l'AFD. Stéphanie Limbert, vous êtes directrice du développement durable à la FEBA, la Fédération des, oui, c'est ça, Fédération des entreprises de beauté, tout à fait. Cécile Lemaître, vous êtes chef de bureau produits chimiques à la direction prévention des risques au ministère de la Transition écologique et de cohésion des territoires. Et docteur Alice Barra, vous êtes docteur en chirurgie dentaire et également dirigeant d'une société de conseil, hein, je crois, dans le domaine justement de l'impact environnemental dans la filière. Cécile, on va peut-être commencer avec vous. Je crois que vous avez le micro. Peut-être, puisque vous représentez aujourd'hui le ministère de la Transition écologique, nous rappeler brièvement quelle est un petit peu la philosophie, la méthode, les enjeux qui sont liés à ces questions d'impact environnemental et comment ça se traduit au vu de votre direction, hein, qui est sur les produits chimiques, un sujet qui forcément concerne directement la filière qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, Cécile Lemaître. Le micro un peu plus près, excusez-moi. Ouais. Je travaille au ministère de la Transition écologique et de la cohésion du territoire, qui est un ministère vaste. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de santé, environnement et de produits chimiques, puisque c'est mon domaine d'intervention au ministère. Donc ça va être mon intervention là va être un peu générale pour vous expliquer un peu la vision des choses en termes de prise en compte des enjeux santé-environnement dans les politiques publiques, dans les réglementations. Et je vais axer évidemment plus sur le sujet des produits chimiques. Donc on a un certain nombre de sujets en commun avec vous. On a pu en discuter avec certains d'entre vous, je pense, déjà, hein, donc sur le sujet produits chimiques, typiquement des substances dangereuses qu'on peut retrouver dans des dispositifs médicaux. Donc je pense notamment au mercure. Je vais revenir sur ce sujet-là. Mais avant ça, je voudrais quand même revenir sur des enjeux un peu plus généraux. Des chiffres d'abord. Donc l'Organisation mondiale de la santé nous dit que 5 à 10% des cancers sont liés à des facteurs environnementaux. 23% des décès dans le monde sont liés à ces facteurs environnementaux. Quand on dit facteurs environnementaux, on pense en fait derrière à un état dégradé de l'environnement. Et cet état dégradé de l'environnement, il peut être lié à des produits chimiques. Pas simplement, mais les produits chimiques peuvent faire partie de cet état dégradé de l'environnement. Les produits chimiques, globalement, on en retrouve à peu près partout. On en retrouve dans les denrées alimentaires, dans beaucoup de produits du quotidien, les cosmétiques, les médicaments. Voilà. Donc on est exposé, et l'environnement est exposé à des produits chimiques. Je parle de produits chimiques, pas de produits chimiques dangereux, mais certains produits chimiques peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine, sur la santé des écosystèmes et la santé animale. Donc les produits chimiques, on voit que c'est une préoccupation très générale et montante au niveau de la société, au niveau européen. Donc on fait des sondages, on voit aussi des résultats de sondages au niveau européen. Par exemple, résultat récent, 84% des citoyens européens interrogés donc, par ce sondage disent être préoccupés par les effets des produits chimiques sur la santé. 90% de ces personnes interrogées disent être préoccupées par les effets des produits chimiques sur l'environnement. Donc en fait, l'ensemble de ces propos introductifs, c'est pour dire qu'il faut, notre logique en fait, c'est d'agir en prévention. Donc on a beaucoup parlé de prévention. Là, quand je parle de prévention, c'est l'idée d'agir à la source. Donc pour les produits chimiques, c'est en particulier éviter de mettre sur le marché européen des produits chimiques dangereux et sortir du marché européen les produits chimiques dangereux qui sont sur le marché européen. Voilà, donc ça c'est une forme de prévention, d'action à la source.
Ces informations et ces propos introductifs montrent aussi qu'il faut, dans les politiques publiques et dans les actions que mènent les différents acteurs, et en particulier les professionnels de santé, prendre en compte aussi l'interdépendance entre les trois santé que j'ai évoquées un petit peu plus en amont là, dans mes propos introductifs, à savoir la santé des écosystèmes, la santé de l'environnement, la santé animale. Donc on parle, c'est un concept assez général, qui est le concept One Health, une seule santé. C'est important de penser toujours, quand on met en place des actions, l'interdépendance en fait, de ces trois santé. Si on s'attaque à améliorer la qualité de la santé des écosystèmes, de fait, ça va améliorer la santé Notamment, par humaine. exemple, sur l'antibiothérapie, qui est un bon exemple de cette dimension à cheval sur les trois concepts. Complètement. Ouais. Complètement, c'est un très bon exemple. Du coup, peut-être pour passer sur un peu notre cœur de métier aussi, au bureau puis à la Direction générale de la prévention des risques. Donc ces propos et ces informations, ces quelques informations montrent aussi qu'on a besoin de réglementation sur les produits chimiques pour mieux protéger la santé, les citoyens, l'environnement. Et ces réglementations, elles existent, elles sont pour beaucoup européennes. Et donc simplement, juste pour rappeler un peu très brièvement les choses, sur les produits chimiques, et il y a plusieurs types de réglementations, des réglementations qu'on dit transversales, donc peut-être vous connaissez le règlement REACH, oui. Qui est un grand règlement sur les produits chimiques qui date de 2006, qui s'occupe de tous les produits chimiques globalement, quel que soit leur usage. Le règlement CLP, donc sur l'étiquetage, la classification, l'emballage. Donc c'est des règlements qui sont transverses. Et puis il y a des règlements sectoriels, donc vous concernant, notamment le règlement sur les dispositifs médicaux, dont la nouvelle version est applicable depuis mai 2021, le règlement sur les produits cosmétiques, et puis d'autres réglementations sectorielles. Donc peut-être aussi pour poursuivre sur ces règlements, parce qu'on est vraiment à une étape assez clé en fait en ce moment au niveau européen sur ces sujets réglementaires. En fait, qu'est-ce qu'on observe depuis quelques années, voire pour le règlement REACH, en fait, une quinzaine d'années de fonctionnement de ces règlements sur les produits chimiques. Déjà, on peut dire que la réglementation européenne sur ces sujets-là, c'est la plus protectrice du monde, donc c'est déjà un premier point important. Mais néanmoins, après 15 années de fonctionnement, on se rend compte que dans les études de biosurveillance, on voit globalement quand même que la population européenne, elle est imprégnée par les substances chimiques, différentes substances chimiques. Donc il y a encore matière à renforcer, à agir davantage en prévention. Et puis, on voit aussi que la réglementation européenne, elle n'est pas adaptée à tous les enjeux, notamment on parle beaucoup d'effets cocktails. Bien sûr. Donc d'exposition, on n'est pas exposé qu'à une seule substance chimique. Il y a peu d'études qui permettent d'identifier précisément ces effets cocktails, puisqu'il y a tellement de facteurs qui se combinent que c'est assez compliqué, si je ne m'abuse. C'est compliqué. Alors, il y a des études qui montrent effectivement l'effet d'être exposé à de multiples substances chimiques tout au long de sa vie. Bien sûr. D'ailleurs, pas qu'à des substances chimiques. Donc, mais on ne sait pas quelle est la part respective des différents éléments du cocktail. C'est toujours ce qui est compliqué. C'est effectivement compliqué, et c'est encore plus compliqué, en quelque sorte, de prendre en compte ces effets cocktails dans la réglementation. Est-ce que la réglementation REACH, par exemple, est suffisamment réactualisée à temps? Parce qu'il y a des nouvelles substances chimiques qui apparaissent tout le temps, si je ne m'abuse. Il y a aussi certaines substances, je pense au bisphénol par exemple, qui sont certaines catégories de bisphénol qui sont remplacées par d'autres et dont finalement on a prouvé un peu plus tard qu'ils étaient aussi, voire encore plus nocifs. Donc on voit bien que c'est un travail de titan permanent. C'est Sisyphe et son rocher, quoi. C'est un peu, effectivement, c'est un peu ça. Alors, il faut dire que la réglementation REACH, c'est quand même un outil très puissant. Quand c'est sorti, on peut dire que c'est un règlement qui est très innovant dans ses principes. Déjà parce que c'est un règlement qui permet d'interdire des substances. Donc voilà, REACH contient une liste de substances interdites sur le marché européen. Il y a des dérogations possibles. Mais globalement, l'objectif de ces listes de substances interdites ou qui vont être interdites, qui sont extrêmement préoccupantes. Donc on parle là de cancérigènes, de mutagènes, de substances toxiques pour la reproduction, par exemple. L'objectif, c'est globalement, le message envoyé, c'est qu'il faut substituer ces substances. Bien sûr.
Donc ça ne va pas assez vite, on s'en rend compte après 15 ans de fonctionnement. Globalement, il y a un peu plus de 200 substances qui ont été identifiées à travers ce règlement comme extrêmement préoccupantes. Et sur ces 200, il y en a une cinquantaine, on va dire, qui ont été réellement interdites. Donc on voit qu'il y a un delta, on pourrait aller un petit peu plus vite. Mais donc le règlement REACH quand même, permet cette interdiction. Il permet aussi de générer des données. Donc quand on veut accéder au marché européen pour mettre sur le marché des substances, il faut fournir des données. Et c'est les industriels qui doivent fournir des données et qui doivent apporter la preuve de l'innocuité des substances qu'ils mettent sur le marché européen. D'accord. Qu'est-ce que le ministère de la Transition écologique attend spécifiquement? Alors peut-être, je ne pourrais pas répondre en détail, mais ça serait intéressant d'avoir les autres intervenants ensuite sur ce sujet, de la filière dentaire, de la filière du dispositif médical dans le dentaire, en termes justement de réduction de l'impact écologique. Est-ce que c'est similaire aux autres secteurs ou est-ce qu'il y a des angles et des approches spécifiques? Alors, de manière générale, et encore une fois, je ne représente pas, je n'ai pas la prétention de rassembler l'ensemble des sujets du ministère de la Transition écologique. Ma contribution est plutôt focalisée sur les produits chimiques ici. Mais donc là, on est à un moment important parce que la Commission européenne elle a publié une stratégie sur les produits chimiques et elle veut essayer d'aller un petit peu plus vite pour mieux protéger les citoyens et l'environnement, accélérer la sortie du marché des substances dangereuses. Et donc, il y a plein de règlements qui sont en cours de révision, notamment le règlement REACH. Et l'idée un petit peu qui est véhiculée à travers cette stratégie, c'est d'aller plus vers un principe pour des produits, surtout en priorité des produits de consommation courante, mais d'aller vers un principe on interdit les substances les plus dangereuses, sauf pour des usages qu'on considère comme essentiels pour la société. Maintenant, il faut s'accorder sur ce qu'on considère comme étant un usage de substances dangereuses essentielles pour la société. C'est une approche de bénéfice-risque en quelque sorte ou c'est pas vraiment, pas tout à fait une approche de bénéfice-risque parce que là, justement, on n'est pas dans une approche risque. On est dans une approche sur la base des dangers des substances. Donc, il ne s'agit pas de prendre en compte des notions d'exposition, mais vraiment d'éliminer sur la base du danger et sauf quand on est un usage essentiel. Donc, en gros, quand l'usage de la substance chimique est critique, dangereuse, chimique et critique pour la société, et il n'est pas possible de la substituer. Bien sûr. Voilà, donc globalement, le message, je pense, général sur cette stratégie, c'est il faut accélérer la sortie du marché de ces substances dangereuses, il faut développer des alternatives, il faut en fait aussi se poser la question, c'est un peu cette idée de l'usage essentiel, il faut aussi se poser la question de la manière dont on produit finalement tout type de produits. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser telle substance dangereuse? Est-ce qu'on connaît bien la composition de son produit? Est-ce qu'on est capable d'avoir des informations de son fournisseur sur la composition de son produit? Et donc se poser ces questions un peu c'est l'enjeu de l'acheteur éclairé qui va concerner je suppose, un certain nombre d'entreprises qui sont... parce que tous les secteurs font appel à un moment ou à un autre à l'industrie chimique. Et donc, il faut être acheteur éclairé et il faut donc faire pression pour que, justement, ces entreprises soient incitées à trouver les bonnes alternatives, si je comprends bien. C'est ça. Donc, effectivement, il y a une notion on voit dans beaucoup de secteurs cette question de la transparence, de la communication de l'information tout au long des chaînes de valeur. Donc, ça, c'est un point très important. Il y a effectivement le travail dès la conception d'un produit, peut-être avec tous les acteurs aussi, y compris l'administration, pour anticiper au maximum les interdictions et donc ce qui se prépare en termes de restriction d'utilisation de substances dans les produits. Donc ça, c'est vraiment important. Effectivement, vous avez parlé de substitution qu'on appelle substitution regrettable, c'est-à-dire éviter de substituer un bisphénol par un autre bisphénol. Donc effectivement, ça c'est... on voit bien que là, on passe dans une autre logique qui est une logique plutôt par groupe de substances. Avec un bémol, c'est-à-dire que si on crée une alternative qui, par essence, logiquement doit être nouvelle, il faut du temps pour l'évaluer. C'est ça qui est compliqué en termes d'effet. C'est sûr que c'est complexe. Après, de plus en plus se développent ces approches par groupe
qui permettent de dire que, voilà, raisonnablement, si on a des substances qui ont des structures chimiques très proches, on peut suspecter que des effets on peut attendre des effets assez similaires. Voilà, donc ça, c'est un peu on va dire les idées générales. Je n'ai pas tout dit, mais sur l'évolution du cadre réglementaire. Peut-être, je voulais juste faire un point sur le sujet des amalgames dentaires. Oui, c'est intéressant, oui. C'est un sujet qu'on a, donc sur lequel on travaille, comme sur tous les sujets produits chimiques, en étroite coopération avec le ministère de la Santé. Donc les amalgames dentaires, certains contiennent du mercure, certains contiennent encore du mercure. Donc, je vais encore citer un autre règlement qui est le règlement Mercure, qui existe au niveau européen et qui prend en compte le mercure sur tout son cycle de vie. Donc, l'idée, c'est globalement d'éliminer le mercure, très toxique pour la santé et l'environnement, très persistant. Et ce règlement, il est en cours de révision. Donc là, il y a une ambition forte d'éliminer l'utilisation du mercure dans les amalgames dentaires avant 2030. Donc ça, je pense que voilà, c'est bien sûr une attente. C'est déjà une attente qui est en grande partie satisfaite puisque la profession a beaucoup travaillé aussi à l'élimination du mercure dans les amalgames dentaires. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il reste encore un sujet mercure. En France, c'est en bonne voie d'être maîtrisé. Voilà, on a encore des sujets mercure au-delà des amalgames dentaires. On a un sujet sur les crématoriums, les émissions de mercure. Je dis ça parce que ça montre aussi que quand on a pris la décision d'éliminer une substance, on n'est pas au bout en fait de voir les effets de cette substance globalement sur l'environnement. Et donc on a ces problématiques de rejet qui peuvent rester et d'émissions. Donc c'est quand même important de prendre aussi ça en compte. Voilà, donc en France c'est en bonne voie. On travaille aussi à l'échelle internationale. Donc là, je pense qu'il y a aussi peut-être un rôle à jouer de la profession, d'appui à l'international pour que ce sujet, qui est moins maîtrisé dans d'autres pays du monde, on l'a vu récemment, on participe aux discussions sur la convention de Minamata sur le mercure. Il y a eu une décision, enfin des discussions des parties à la convention sur ce sujet des amalgames dentaires et du mercure, et donc une volonté affichée d'accélérer la sortie du mercure dans les amalgames et de développer les alternatives et l'utilisation de ces alternatives. Donc il y a aussi, en dehors de France et d'Europe, il y a aussi des enjeux encore autre part dans le monde. C'est un bon exemple. Est-ce que vous avez autre chose à indiquer peut-être sur la filière dentaire ou... Alors, comme ce n'est pas votre spécialité, mais ça on l'a compris, mais peut-être que... Ouais. Pour la filière dentaire, alors nous, là j'ai parlé de sujets un peu généraux. Tout à fait. Sur les produits chimiques, en fait, on travaille sur... Il y a des sujets un peu de focus, de préoccupation particulières qu'on traite au ministère et avec le ministère de la Santé, donc les perturbateurs endocriniens. C'est un des exemples. Donc sur ce sujet-là, il y a une stratégie nationale. Les professionnels de santé, de manière générale, sont très impliqués dans cette stratégie. Donc il y a un enjeu de prévention, de communication auprès des patients sur l'effet des substances qu'on peut retrouver dans les produits qu'on consomme qu'on utilise au quotidien sur la santé. On travaille aussi beaucoup sur le sujet des nanomatériaux. Donc, en interaction, en interface, disons, avec la profession dentaire, on a eu des sujets sur les dentifrices, notamment, qui contiennent certaines substances à l'état nanoparticulaire qui ne sont pas autorisées. Donc, sur ce sujet-là, on est très vigilant avec les autres ministères et c'est un sujet qui fait l'objet de préoccupations. Donc, on ne sait pas tout, mais là encore, l'idée, c'est d'agir en prévention. Donc oui, je pense qu'on a de nombreux sujets en commun sur les sujets produits chimiques. Le message général, c'est je pense qu'on est attentif en fait les professionnels de santé, les professionnels du soin bucco-dentaire sont identifiés dans les plans nationaux de santé-environnement comme des acteurs importants de relais de ces sujets de santé-environnement. Et nous, on est aussi preneurs d'interaction avec la profession. Et puis de travailler en commun pour aller vers,
encore plus de prévention, notamment vis-à-vis de l'exposition aux produits chimiques. Bien sûr. Alors peut-être avant d'aller sur les solutions et les éclairages sur d'autres secteurs qui s'investissent beaucoup dans ce domaine, ce serait intéressant de vous entendre, Julien, peut-être en réaction sur ce qu'on vient d'entendre. Peut-être sur 3 exemples, un perturbateur endocrinien. Alors les amalgames, ça on l'a abordé, mais je suppose que vous allez en parler aussi. Les nanomatériaux, à l'ADF, est-ce que c'est une sensibilité, enfin c'est des sujets sur lesquels vous travaillez? Je suppose que oui. Quel diagnostic vous faites et comment vous agissez par rapport à tout ça? Alors oui, c'est un sujet sur lequel on travaille, et on travaille depuis un certain temps. Notamment, ça fait plus de 10 ans maintenant que l'Association dentaire française est engagée dans la promotion du développement durable auprès des chirurgiens dentistes, dans leurs pratiques quotidiennes, dans les cabinets dentaires. Après, pour revenir et rebondir sur ce qui a été dit, je suis ravi d'entendre qu'on aura toute notre place, parce que honnêtement, en 12 ans d'activité, on a dû faire 3 baromètres, on a dû être la première profession médicale à s'engager dans une démarche. Je sais que sur la table de la ministre de l'écologie, qui était Delphine Batho, il y a une convention entre la profession et le ministère qui est à signer, sur laquelle on n'a jamais eu de retour. D'accord. Donc, la profession est prête depuis très longtemps à travailler sur ces sujets. Elle attend des signaux et surtout elle attend des actes, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut sur ces sujets qu'on prenne des décisions. On ne peut pas tout décider, mais au moins qu'on se réunisse sur un certain nombre de sujets, parce que il faut avancer et on a besoin de mettre tout le monde autour de la table, tous les acteurs, et notamment, vous l'avez dit à 2 reprises, de mettre autour de la table le ministère de la Santé et le ministère de l'Écologie. Parce que si on prend un sujet concret, et sans doute que Alice en parlera, c'est sur le volet hygiène asepsie, par exemple. On produit beaucoup de déchets. Dans un cabinet dentaire, on avait fait l'expérience il y a 10 ans. On avait mis en plein milieu du congrès une espèce de poubelle géante transparente pour montrer ce qu'un cabinet dentaire, en une semaine, produisait comme déchets de soins, juste par rapport à son obligation d'hygiène et d'asepsie, de sécurité sanitaire, avec beaucoup d'usages uniques. Et aujourd'hui, là, en ce moment, on est en plein travaux avec la Direction générale de la santé pour refixer des nouvelles règles de sécurité sanitaire, puisque la Covid étant passé par là, il faut savoir quelles sont les mesures de protection minimum qu'on doit mettre dans un cabinet dentaire désormais. Est-ce qu'on doit faire évoluer les choses? Et pour nous, dans nos réunions, avec plein d'experts, des hygiénistes, des spécialistes, des virologues, en fait, il manque toujours une partie. C'est le ministère de la Transition écologique, parce qu'en fait, le volet production des déchets, il est absent. En fait, on ne vise que la sécurité, on ne vise que l'efficacité, mais le concept One Health, ce que vous avez si justement décrit, ce volet santé environnemental, dans les réunions techniques, il est pour le moment, en matière de santé, totalement oublié. Je pense que c'est là où on a beaucoup de travaux et beaucoup d'efforts à faire. J'ai vu hier que le ministère de la Santé allait prôner la notion de soins éco-responsables, c'est-à-dire à soins égal en termes de qualité et de sécurité, il faudra utiliser celui qui est le moins énergivore ou le moins d'impact environnemental. Mais au-delà de la déclaration de principe, il faut qu'on ait des recommandations de bonnes pratiques qui prennent en compte ces enjeux, parce qu'aujourd'hui, très clairement, ce n'est pas du tout le cas, et c'est bien malheureux. Après, il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on est en avance. Vous avez parlé du mercure. Je pense que pour la profession dentaire française, le mercure est un non-sujet. Très honnêtement, c'est un non-sujet. Avant même que les réglementations françaises, européennes, puis maintenant mondiales soient là, la profession dentaire, avec la filière, avait fait beaucoup, avait imposé l'installation du séparateur à amalgame, avait mis en place une filière de retraitement. Donc on a été précurseur sur ces sujets. Aujourd'hui, on voit très nettement que la consommation d'amalgame baisse, et il n'y aura pas de problème pour le substituer. Par contre, c'est vrai que ces logiques de substitution, elles sont très faciles à dire. Ouais. Je vais vous prendre un sujet très concret, et je pense que la salle l'attend. C'est le sujet du cobalt. Le cobalt est donc devenu CMR, va être donc interdit si on applique le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux. Là aussi, comment on fait quand on ne peut pas substituer? C'est-à-dire à quel moment la santé environnementale devient plus importante que la santé individuelle, parce qu'on ne peut plus soigner si jamais demain on ne peut plus utiliser le dispositif médical.
Et là aussi, on attend des pouvoirs publics d'être présents au rendez-vous. Sur le cobalt, ça fait 1 mois et demi que Pierre-Yves et quelques autres, on attend la réponse du ministre. Alors ça a changé, la nouvelle ministre a l'air très occupée avec le problème des urgences, mais il va falloir à un moment donné que les difficultés de la profession sur ces enjeux majeurs d'accès aux soins, parce qu'on parlait de renoncement aux soins, mais si demain on ne peut pas faire de prothèses amovibles parce qu'on ne peut plus utiliser de cobalt, ça sera une forme de renoncement aux soins lié à l'application de la réglementation. Donc je pense que là, il faut qu'on arrive tous ensemble, avec la filière, à pouvoir établir une feuille de route très claire pour la profession, pour l'ensemble de la filière, sur tous ces sujets. Et il est évident que la profession sera au rendez-vous. Très bien. Alice, si vous voulez peut-être prendre le micro, peut-être vous pouvez déjà dans un premier temps nous expliquer quelle est votre démarche personnelle. Vous êtes chirurgien dentiste de métier. Et vous êtes intéressé à la promotion de comportements, je dirais, liés à la transition écologique, au développement durable dans les cabinets dentaires. Je pense qu'il est allumé. Pourquoi et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Attendez, je pense qu'il faut pousser le bouton du coup. Est-ce qu'il s'allume ? Oui, c'est bon. Pourquoi s'intéresser à l'environnement quand on est professionnel de santé ? Parce que il n'y a pas de santé dans un environnement dégradé, tout simplement. Alors moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Je pense que je n'étais pas la seule, parce que j'ai interrogé pas mal de mes confrères et consoeurs sur le sujet. J'ai mis du temps à le comprendre parce que j'ai eu un déclic écologique il y a une petite dizaine d'années. Mais c'était vraiment ciblé sur l'écologie. Et puis au fur et à mesure de mes recherches, de mes formations, parce que je suis repartie en université pour comprendre comment limiter mon impact environnemental, j'ai fait le lien avec la santé. Mais ça ne me semblait pas du tout évident au départ. Et en fait, je suis encore époustouflée à quel point je ne savais pas. Je ne sais toujours pas d'ailleurs. On sait qu'on ne sait pas, déjà c'est pas mal. Ça me perturbe beaucoup en fait, de me rendre compte à quel point on est désinformé sur ce lien entre la santé et l'environnement. Et le souci aujourd'hui, c'est que l'environnement est tellement dégradé. Il y a une telle pollution chimique, il y a le changement climatique, il y a une chute de la biodiversité. On parle de la 6e extinction de masse. En fait, en entendant ça, on devrait se lever, partir et s'organiser quelque chose de résilient. Bon, pour l'instant, on discute. C'est déjà pas mal. Voilà, donc l'environnement est tellement dégradé aujourd'hui qu'en termes de santé, ça se traduit par une épidémie mondiale de maladies chroniques. Et c'est mondial, mais en France, c'est 20 millions de malades chroniques. Donc c'est quand même pas rien. En plus, avec la pollution chimique, on est dans un développement de santé publique qui va être encore plus problématique. Et puis, une émergence de nouvelles maladies infectieuses. Donc on parlait tout à l'heure qu'il y avait des bons côtés avec le Covid. C'est vrai qu'il y a un bon côté. En fait, c'est une catastrophe sanitaire, bien sûr, mais ça nous interpelle. Et ça nous permet de réfléchir à la prochaine crise. Et chercher à anticiper pour une fois, peut-être. On espère. Peut-être, voilà. Certainement. En fait, on a encore l'opportunité de faire quelque chose et de s'organiser. Donc là, je suis dans une considération très globale de santé publique, bien sûr. Non, mais c'est pour expliquer votre démarche. En introduction, en tout cas, vous parliez de problématiques éco-responsables. Et en fait, le problème, il est là. Ce n'est pas une problématique, c'est une démarche obligatoire aujourd'hui. On n'a plus le choix. Et en plus, ça peut même devenir une opportunité. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de se retrouver aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment le prendre comme une opportunité. On va y aller, on n'a pas le choix. Donc comment on fait, comment on s'organise ? En quoi c'est une opportunité alors ? C'est une opportunité parce que ça va nous permettre de nous réinventer. D'accord. Et puis peut-être de nous reconnecter justement avec tout ce qui est essentiel et tout ce qui fait la santé. Et comme on l'a dit et redit avant, la santé, c'est pas que le soin. Voilà, donc c'est la prévention, mais c'est aussi la promotion de la santé. D'accord. Donc vous tout est lié. Avec votre entreprise, vous accompagnez vos confrères sur ces questions-là. Alors, aujourd'hui, donc, une fois que je me suis formée, moi j'ai juste eu envie de transmettre ce que j'avais à peu près compris. Donc voilà, de façon très humble, parce que, encore une fois, je ne peux pas comprendre qu'on ne sache pas. Donc il y a un plan national santé-environnement, le 4e du nom, qui est sorti. Et il y a un gros focus sur justement la formation, l'information et la sensibilisation des professionnels de santé, mais pas que, des acteurs de santé, puisqu'on est tous des acteurs de santé,
Mon plaidoyer et mon action au quotidien, c'est de développer des formations, de former les professionnels de santé. Moi, c'est mon activité principale. Et également de les accompagner, puisqu'il y a des confrères qui souhaitent avoir plus de réponses que juste une formation théorique. Donc de les accompagner au sein de leur cabinet sur les différents thèmes que l'on peut aborder en termes de réduction de notre impact environnemental. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement à la fois de contenu de formation, enfin c'est les bons gestes, c'est les bonnes décisions, et c'est le bon suivi dans la constance et dans la durée de ces bons gestes et de ces pratiques. Alors en termes de formation continue, tout à fait. Moi, ce qui me paraît hyper important, c'est de relier justement la démarche qualité, la qualité des soins, la gestion du risque infectieux et le volet environnemental. D'accord. Tout est tellement lié que voilà, comment on fait le lien, comment on se met en route sur notre démarche, tout en étant bien sûr acteur de soins et de santé exemplaires, bien sûr. Donc il y a cette formation sur la démarche éco-responsable et la promotion de la santé environnementale. Donc la santé environnementale, ce n'est pas la santé de l'environnement, mais vraiment le fait de considérer l'environnement comme un déterminant majeur de santé. Donc une formation comme ça, et une formation très ciblée sur la pollution chimique et les perturbateurs endocriniens. D'accord. Parce qu'on n'est pas du tout formé et informé. Et attention, c'est très important parce que les chirurgiens dentistes et assistants dentaires sont considérés comme une des professions les plus à risque d'exposition à ces substances. D'accord. Mais nous ne sommes pas informés. D'accord. Pourquoi c'est une des professions les plus à risque ? En quoi vos activités vous exposent davantage ? Aux perturbateurs endocriniens ? Oui. Alors, donc il y a, bien sûr, on est tous exposés, puisque 100% des Français sont exposés aux perturbateurs endocriniens, particulièrement dans les cabinets, parce qu'on utilise beaucoup de produits d'hygiène et désinfection qui contiennent potentiellement des perturbateurs. Et puis lié à l'usage des biomatériaux. Et c'est une exposition chronique avec une pollution de l'air intérieur notamment, ou alors des transmissions par voie cutanée. D'accord. Voilà. Donc le mercure notamment est un perturbateur endocrinien. Et comment est-ce qu'on peut avoir une démarche proactive pour réduire par exemple cette pollution intérieure ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit subir par la force de l'amont et de ce qui est produit en amont ? Comment on peut... Ah oui, tout à fait. Là, vous touchez un point tellement important qui va être effectivement l'engagement de toutes les parties. Toute la filière, bien entendu. Toute la filière. Ouais. Et après, à notre échelle individuelle au cabinet, ça va être des gestes très compliqués. C'est quoi, aérer par exemple tout le temps ? Bah oui, mais c'est tout bête. Mais c'est vrai que le Covid nous a appris à aérer un peu plus. Donc c'est encore une opportunité. Encore une opportunité, voilà. Merci. D'accord. Et puis dans le choix des matériaux, puisque en fait, voilà, pourquoi je fais des formations, c'est vraiment pour avoir une grille de lecture, éviter dans le greenwashing, ne pas se faire avoir par des promesses marketées sur nos produits notamment. C'est quelque chose sur lequel vous êtes vigilant aussi, le greenwashing, je suppose, mais on en reparlera après. Donc effectivement, bien faire les bons choix. Se pose la question, je suis obligé de vous la poser, mais est-ce qu'on doit vous demander, mais c'est pas plus cher tout ça ? C'est pas plus cher parce que, de toute façon, la première étape de la démarche éco-responsable, c'est moins. D'accord. Voilà. Donc on va citer le mot de sobriété. D'accord. Voilà, c'est encore un gros mot, mais c'est important de le dire. Donc on consomme moins et en fait on va pouvoir agir sur plein de thématiques différentes. Donc comme vous demandiez tout à l'heure sur quoi on peut agir, on va pouvoir agir sur la sobriété énergétique, comment je réduis mes consommations d'énergie. Donc ça va toucher aussi, par exemple, à la façon d'arriver au cabinet. Ça, c'est un des points qui est les plus impactants dans les cabinets médicaux et dont les cabinets dentaires. C'est le déplacement jusqu'au cabinet, donc transport de l'équipe, mais aussi transport des biens et des services, de tout ce qui est nécessaire à notre activité, et le transport des patients, bien sûr. Donc ça coûte rien de se déplacer moins. Ensuite, si on va sur les achats responsables... Un truc tout bête, quand on choisit le lieu d'un nouveau cabinet, on le fait sur un nœud de transport en commun facilement accessible. C'est l'idéal. Et on réduit le parking, par exemple. Tout à fait. Si on s'adresse à des jeunes praticiens qui souhaitent s'installer, c'est effectivement avec qui vont s'installer. Donc l'équipe pluridisciplinaire, c'est vraiment une belle opportunité aussi, même en termes de qualité de vie au travail, de ne pas travailler tout seul. Bien sûr. Ensuite, sur les transports, quelle opportunité il y a d'avoir les transports en commun, mais attention, il ne faut pas non plus rechigner à aller en milieu rural. Bien sûr. Et puis est-ce que je rénove ou est-ce que je crée de A à Z un cabinet et il vaut mieux rénover ? Bien sûr. Les déchets infectieux, enfin les déchets
de toutes sortes, hein, infectieux Ouais. et autres Donc effectivement, il y a un problématiques impact. soulevées par Julien. Comment est-ce qu'on la gère bien? Donc on est déjà plus sobre, mais le patient demande quand même, je dirais, du matériel hein, pour être Oui, alors là, il y a une réflexion soigné. globale à avoir aussi. Il ne faut pas se précipiter. Et c'est pour ça que c'est d'abord important de regarder ce qui nous tient à cœur en termes de démarche. Ouais. Par quoi je veux commencer? Souvent, c'est les déchets. Mhm. Donc, OK, ce n'est pas le plus gros impact dans un cabinet, mais il faut y aller puisque c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'on va regarder, en fait, c'est à réduire le volume des déchets D'accord. avant de chercher à recycler et avant de chercher à valoriser les déchets par l'incinération, parce que ça, c'est quand même l'étape à la fin ultime, malheureusement. Voilà. D'accord. Et après, sur la gestion, en fait, donc on va vraiment regarder tout ce qui rentre et tout ce qui sort, et on va pouvoir effectivement agir donc, sur cette production de déchets, et puis encore une fois, sur la pollution de l'eau et la pollution de l'air. Complètement. Alors, on est devant des représentants de vos fournisseurs, hein, d'entreprises qui vous fournissent des dispositifs, des services, des matériaux. Quelle est la démarche, quelle doit être la démarche d'un chirurgien dentiste éco-responsable dans ses politiques d'achat? Je suppose qu'il doit être un acheteur éclairé, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais est-ce que c'est facile à mettre en place? Est-ce que la profession est collectivement, ça c'est une question qu'on peut poser à Julien Chamand, attentif justement à lire les étiquettes, à choisir les prestataires qui... voilà. Comment ça se passe? C'est compliqué ou Alors, pas? c'est tout le travail Ouais. de la facilitation, en fait. Donc, Ouais. il y a un vrai enjeu sur la formation, mais après aussi avoir accès à des outils concrets et simples pour respecter les réglementations professionnelles, et puis pour avoir une grille de lecture, pas se faire avoir par la peinture verte, Bien sûr. en fait, avoir un vrai échange en toute transparence avec le fabricant et le fournisseur. C'est ça. Voilà, donc on sait maintenant, enfin, il y a des choses que je sais en tant que dentiste. J'ai envie d'engager ma démarche éco-responsable. Quels vont être mes critères d'achat? Donc ça peut être des critères d'achat responsables très globaux. Voilà, très globaux, c'est pas le terme approprié parce que j'allais parler justement de regarder où c'est produit notamment. Donc si c'est produit en local, Bien sûr. au niveau français ou européen, c'est un des critères qui est possible. Ou alors, est-ce qu'il y a un écolabel? Donc sur les dispositifs médicaux, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'il y a un écolabel de confiance auquel je peux faire référence? Voilà, quels sont mes critères Bien d'achat? sûr. Est-ce qu'on peut avoir une sorte de scoring? Est-ce qu'on peut avoir un tableau, une grille avec, je sais pas, 10 Ce serait peut-être 10, bien, hein. voilà, avec des croix à mettre en se disant, voilà, comment est-ce que je pondère la qualification de l'achat que je vais faire en fonction des 8-10 critères que je privilégie? Ça peut être une Oui, approche? tout à fait. Enfin, Ouais. moi, j'en ai déjà créé un comme ça, D'accord. sur quels sont les thèmes déjà qui me tiennent le plus à cœur, parce D'accord. que peut-être que ça peut être les perturbateurs endocriniens, ou Bien peut-être que sûr. c'est parce que je veux du made in France. Bien sûr. Voilà. Après, il y a aussi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin Eh oui. d'outils entre Bien les entendu. mains. Donc, s'il n'y a pas d'alternative, S'il y a du cobalt et qu'on ne peut pas faire autrement, bah, il faut peut-être faire avec, quoi. bien sûr, Ouais. tout à fait. Ouais. Et Alors, puis aussi, ouais. il y a une notion qui est hyper importante aussi, et ça, il faut avoir vraiment cette vision globale, c'est de ne pas se précipiter. On parle beaucoup d'usage unique. Il faut stopper l'usage unique, c'est une aberration. En fait, l'usage unique, en général, a un impact environnemental moindre au moment de sa fabrication, D'accord. enfin, sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, si on veut du réutilisable, il va falloir l'utiliser un grand nombre de fois. D'accord. Voilà. Et comme on est quand même dans la fast consommation, il faut faire attention à ça, à ne pas avoir un effet rebond. Voilà. Donc c'est des faux amis quelque part. Il faut bien vérifier C'est pas que des le faux amis, réutilisable... mais il ne faut pas se précipiter. voilà. Et là, il y a un vrai challenge de la part des fabricants et fournisseurs, c'est de faire l'affichage environnemental des dispositifs médicaux. C'est ça. Et en fait, il y a une Et vraie c'est pression. suffisamment fait aujourd'hui? Est-ce du que... tout. D'accord. Pas du tout. Avis au... Et il y a une vraie pression aujourd'hui parce qu'on a conscience aujourd'hui qu'il faut tous baisser notre bilan carbone, mais il faut qu'on ait des données chiffrées. Bien sûr. Et si on dit, bah non, je ne vais plus prendre ça, mais qu'en fait, c'était ce produit-là qui polluait le moins, entre guillemets, ben, on aura tout faux. Donc il faut développer l'affichage environnemental, et il y a une vraie pression de ce côté-là. Donc D'accord. ça va Alice, arriver. d'autres points de vigilance, d'autres points d'attention dans ce qu'on a dit? Ou on a à peu près dit l'essentiel pour l'instant? C'est déjà pas mal. Voilà, on en dira après. Alors, je propose, avant de vous donner la parole, Stéphanie, juste peut-être une réaction de Julien par rapport à ce que vous venez d'entendre, parce que je suppose que ça rejoint, bien entendu, des sujets que vous développez à l'ADF. Je sais pas montré.
Alors oui, Ouais. oui, Attends, oui. ça rejoint complètement. Juste puisque après. Ouais. Alice, comme elle l'a dit, elle est très humble. Donc, en plus de toutes ces formations qu'elle met en place directement de manière individuelle ou sur des petits groupes avec des chirurgiens-dentistes qui veulent vraiment modifier leur pratique ou leur organisation et tendre vers une démarche éco-responsable dans un cabinet dentaire. Comme elle l'a dit, d'abord, il faut sensibiliser le plus grand nombre. Donc, c'est pour ça que depuis 10 ans, avec l'ADF, on a mis un certain nombre d'outils en place. Et l'année dernière, avec la collaboration et le travail d'Alice, on a créé un guide, démarche éco-responsable, qui est un guide pratique en reprenant, comme elle l'a dit, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, etc., avec des éléments concrets de prise de conscience. De quoi on parle, c'est quoi le sujet, quelles sont comme elle l'a dit, les réflexions, les bonnes questions à se poser avant de passer à l'acte. Et si je souhaite passer à l'acte, quelles sont les étapes que je vais mettre en place progressivement pour y arriver. Une vraie démarche de progrès. Hein, absolument. Si alors, juste une précision. Ce guide, il est seulement lu, acheté, commandé aujourd'hui. Comment réagit la profession? Oui. Alors, ouais. Ce guide, oui, il est distribué à la profession. Il est vendu 5 € lors du congrès. Puis on utilise un certain nombre d'associations professionnelles pour l'envoyer dans les cabinets dentaires. Donc, bien sûr. Le guide, il a été bien accueilli. Mais après, je pense que tout ça, c'est des choses qui se mettent en place progressivement. Bien sûr. Et sur lesquelles il y a un besoin d'accompagnement des professionnels de santé, mais aussi derrière des pouvoirs publics, pour reconnaître les démarches, continuer cette sensibilisation par d'autres biais, évidemment avec les autres acteurs qui sont concernés, la filière dentaire pour le volet industriel. Vous travaillez avec eux, vous construisez avec eux peut-être justement des... Sur ces sujets-là, pas assez. D'accord. C'est donc on en parle, mais c'est vrai. Non, mais pas encore assez concrètement. Mais oui, il y a des marges de progrès. On parlait notamment sur le volet achat. Ouais. La manière dont on regarde, si vous voulez, c'est très simple, c'est très compliqué de casser des habitudes. Aujourd'hui, la profession, elle a un modèle de fonctionnement. Les chirurgiens-dentistes, ils ont l'habitude de commander du matériel, de le recevoir en 48 heures par rapport à leurs habitudes d'achat, de consommation. Donc il y a des habitudes qui sont installées et qui sont ancrées dans le modèle organisationnel. Ce n'est pas simplement du commerce, mais c'est vraiment dans un modèle de fonctionnement de cabinet. Et donc pour changer ces choses, pour dire peut-être que demain, non, on ne va pas te livrer le produit qui te manque, on ne va pas faire du franco de porc à partir de 50 €, mais plutôt à partir de 500 €, parce qu'il faut vraiment que, voilà, quand on utilise des transports, qu'ils soient pleins à ras-bord et qu'on te fasse une vraie commande pleine. Bien sûr. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts en disant oui, il faut juste que vous changiez. Bien sûr. Parce que voilà, c'est un mode de fonctionnement, c'est un mode de prise en charge qui change. Donc ça a besoin d'être expliqué, d'être accompagné progressivement. Mais je pense que les enjeux sont tellement importants que tous les acteurs sont prêts. Je pense qu'il manque un chef d'orchestre. Et je pense qu'on le disait tout à l'heure sur la table ronde précédente, et on voit bien que les sujets et prévention sont très liés. Il y a un moment donné sur ces sujets-là, il faut que l'État prenne le lead, ne bascule pas dans le tout réglementaire, parce que sinon ça ne va pas bien se passer. C'est un État stratège dont vous avez besoin, oui, c'est ça. Mais pas de surréglementation, on est bien d'accord. Non, je pense que dans notre domaine, la surréglementation, elle est déjà là. Donc, c'est la sous-réglementation qu'il faut. Non plus, parce qu'au final, il y a quand même, la priorité, c'est le patient. Bien sûr. D'accord, donc je pense qu'il n'y a aucune personne qui est ici présente qui a envie d'une sous-réglementation. Les enjeux de sécurité sanitaire, on en est tous convaincus, on les respecte tous et on fait tous au mieux. Donc, il s'agit d'avoir une réglementation qui est intelligente, qui est faite avec les acteurs, alors que trop souvent, en ce moment, on la subit et on ne nous demande pas notre avis ou très peu. Si on parle par exemple, je vous parlais du cobalt. Le cobalt, à aucun moment, c'est maintenant que la réglementation est sortie qu'on va devoir se battre pour dire mais attendez, c'est juste pas applicable réellement. Vous vous avez rendu compte que les impacts, notamment pour notre profession, risquent d'être pire dans l'accès aux soins que le but du jeu du départ. Donc quand on arrive après la guerre, c'est très compliqué de changer. D'où la déception de cette convention qui n'a pas été signée avec Céline. Oui, sur ces sujets-là. Il y a cette convention, mais on parlait tout à l'heure dans le renoncement aux soins.
Dans l'introduction, on a parlé de protectionnisme ou de peur. Je pense que dans la profession dentaire, ça n'existe pas. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous plein d'idées, on est prêt à plein de changements. Par contre, on manque de reconnaissance de l'État sur le rôle social, sociétal, sanitaire du chirurgien-dentiste. On manque d'investissement, parce qu'on ne peut pas dire que la santé bucco-dentaire est une priorité réelle des pouvoirs publics à tout niveau. Et ça manque d'investissement, aussi bien humain que financier, très clairement, pour qu'il y ait une chaîne de valeur pour tout le monde qui soit efficace. D'accord. Merci beaucoup. Stéphanie, alors peut-être de nous dire pourquoi vous venez nous parler de la Fédération des entreprises de beauté aujourd'hui sur ce sujet, sur lequel vous êtes par essence un peu en avance, ou en tous les cas assez expérimenté de par la composition ancienne de vos produits. Le fait aussi que votre fédération, votre poste qui est récent, hein, ça fait 3 mois que vous êtes directrice du développement durable, incarne une volonté hein, de la filière. Et puis peut-être en commentaire ce que vous avez entendu sur la filière dentaire. Oui, bien sûr. Donc, je suis donc directrice du développement durable pour la FEBEA, qui est l'association professionnelle des entreprises de la cosmétique. La cosmétique, c'est évidemment le soin, c'est le maquillage. Un peu plus près de... Pardon, voilà. le soin, le maquillage. C'est aussi le parfum, l'hygiène, le dentifrice, le gel douche et autres. Donc, on a tout de même des produits assez proches. On a 300 adhérents, dont à peu près 80% de PME et de TPE. Donc on pense évidemment à toutes les multinationales qui ont une place importante dans la fédération, mais c'est loin d'être représentatif de l'ensemble de nos adhérents. Donc on a la chance d'avoir un secteur qui est économiquement très dynamique, donc qui assurément donne un certain nombre de marges de manœuvre dans des démarches d'amélioration environnementale. C'est un secteur qui a été, je pense, assez pionnier dans toute cette démarche de transition environnementale, aussi parce que très regardé, très observé par les consommateurs et donc par le législateur aussi. Mais assurément, si on demande aux consommateurs là où ils pensent qu'ils ont une plus grosse empreinte, je pense qu'ils vont parler de leurs produits cosmétiques avant de parler de la visite chez le dentiste. Donc voilà, c'est des choses qui... Ça crée aussi une pression pour nous. Et on a des multinationales dont je parlais, et puis aussi des petites entreprises qui ont vraiment la naturalité, et en tout cas le soin de l'environnement dans leur ADN, qui agissent de manière tout à fait impressionnante, et donc des grands groupes qui jouent vraiment leur rôle de leader pour tirer l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça, c'est un point qui me paraît vraiment essentiel, c'est que la transition écologique nécessite des bouleversements vraiment extrêmement structurels, des changements systémiques, qui est l'expression consacrée, et donc qui nécessitent impérativement de mobiliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, ça du berceau à la tombe, comme on dit souvent. Pardon ? Du berceau à la tombe. Alors du berceau à la tombe, donc c'est-à-dire donc sur l'ensemble du cycle de vie. C'est ça. Mais aussi entre concurrents, entre clients et distributeurs, entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Dans notre cas, sur les matières premières, donc des filières agricoles, des filières aussi de la chimie, les emballages. Et en fait, c'est toute une série de personnes, d'acteurs économiques qui, historiquement, on va dire, n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais qui, aujourd'hui, par la force des choses, se retrouvent à agir à main dans la main. Et je le vois tous les jours, comme vous disiez, ça ne fait que 3 mois que je suis à ce poste. Donc c'est pas ce que je voulais dire. Hein. C'est la vous avez création raison. de votre poste qui est Alors, effectivement, ça, faite depuis 3 mois. Mais je l'observe tous les jours. C'est ce travail collaboratif qui est assez impressionnant. Pour vous donner un exemple, par exemple, il y a sur l'emballage, qui est un gros sujet parce que très visible. Quand on achète un produit cosmétique, alors l'emballage, dans certains cas, est comme pour une bouteille de parfum, ça fait partie de l'objet qu'on achète, mais pour des produits plus d'hygiène, on voudrait presque qu'ils n'existent pas. Donc, un gros focus de l'industrie sur les emballages pour réduire l'empreinte plastique. Et il y a un consortium fibre qui s'est monté
C'est-à-dire qu'on veut remplacer des emballages plastiques par des emballages fibreux, donc schématiquement du papier carton. L'ennui du papier carton, c'est que c'est pas du tout barrière. Ça prend l'eau, ça prend l'humidité, ça prend le gras, etc. Donc technologiquement, c'est quand même pas simple. Et figurez-vous que même les plus grandes entreprises de la cosmétique ne représentent pas un marché suffisamment important pour que, isolément, des industriels de la fibre, donc les papetiers, oui, grosso modo des papetiers, aient envie de passer du temps à travailler sur l'innovation. C'est ça. Et donc, il y a un consortium qui s'est monté avec, je crois, 17 entreprises de la cosmétique, françaises et européennes, pour développer un certain nombre d'emballages qui intègrent un maximum de fibres, donc un minimum de plastique. On n'a pas pour tout de suite l'objectif d'avoir 0% plastique, mais on essaye de tendre vers ça en deuxième étape. Vous investissez dans la filière en amont, si je comprends bien. Et donc voilà, c'est un travail déjà en commun, un financement mutualisé pour pouvoir avoir des débouchés mutualisés. Pourquoi ne pas se rapprocher de la pharma, par exemple, pour avoir... Alors, on a tout à fait on a comment dire, le LEM est une fédération sœur, on a des échanges assez réguliers. Comment dire, ils ont des contraintes, je pense, encore supérieures à ce que nous, on peut avoir. Des contraintes réglementaires d'ultra-protection des emballages. Oui, c'est ça. Et puis, dès que vous voulez faire un changement, il faut refaire son AMM, etc. Bien sûr. Nous, il s'agit, par exemple, aussi de produits qui ne font simplement pas, par exemple, des recharges, des sachets ou d'échantillons ou des éco-recharges. Autre solution, est-ce que vous ne pouvez pas faire pression sur les pouvoirs publics? Ils sont présentés par Cécile. Alors, figurez-vous, pour que la norme, s'il faut rajouter un peu de norme, elle soit là-dessus, c'est-à-dire emballage fibreux, pointe à la ligne. Alors, je pense aussi, je rejoins Julien, qu'en termes de réglementation, il y en a assez, mais on peut en enlever d'autres et rajouter celle-là, peut-être. Je dirais que c'est pas forcément le propos. Là, on a déjà fort à faire à digérer un certain nombre de réglementations et on a des rencontres régulières avec la DGPR sur ces sujets-là. Il y a un besoin indéniablement de cadre réglementaire. Je dirais un bon exemple de ça, c'est par exemple la loi AGEC qui fixe des objectifs très ambitieux en termes de recyclabilité, intégration de matières recyclées et puis réemploi. Et notamment pour le réemploi, je suis, faut pas le dire à mes adhérents, moi je suis assez contente de ces objectifs parce que mettre en place du réemploi, c'est tellement compliqué que si il n'y a pas un objectif chiffré qui s'impose à tout le monde, la pente naturelle fait qu'on a tendance à pas forcément vouloir y aller. Donc, je pense que la loi doit se servir à ça, pas forcément à dire on va obligation d'avoir 100% d'emballage fibreux à telle date. Bien sûr. Entre nous, c'est dans la loi AGEC, il y a un objectif à 2040 de supprimer 100% des emballages plastiques. On attend de voir comment concrètement ça va se mettre en place. D'accord. Juste une question, est-ce qu'il faut forcément investir dans ces démarches-là? Est-ce qu'il faut accepter de réduire sa marge? Alors, indéniablement, ce sont des investissements. C'est des investissements que, je dirais, le secteur de la cosmétique met en œuvre assez courageusement. Parce que vous avez des bonnes marges. Alors, clairement, on a un secteur qui le permet. D'une certaine manière, on a des marges de manœuvre et un dynamisme commercial qui facilite les choses, là où des secteurs en décroissance, par exemple, auraient plus de difficultés. Mais c'est avant tout une question de volonté, parce que l'argent, il faut quand même aller le chercher quelque part. C'est des investissements lourds. Mais je pense que on est face à une crise civilisationnelle, bien sûr, bien sûr. Alice. On n'a pas vraiment le choix. Et puis de toute façon, si on n'anticipe pas un certain nombre d'investissements, de toute façon, on va les prendre en boomerang. Typiquement, sur les ingrédients, on a, je crois, à peu près 20 000 ingrédients en cosmétique. Il y en a la moitié qui sont d'origine naturelle. D'accord. Donc si on ne prend pas soin des écosystèmes,
si on ne met pas en place des processus agricoles vertueux ou qu'on ne prend pas soin des différents écosystèmes, de toute façon, on ne les aura plus. Bien sûr. Il me semble que vos entreprises luttent par exemple contre la monoculture intensive sur certains territoires, Alors, la oui. déforestation, Oui, ça va jusque-là. absolument. Hein, c'est Alors, ça il y a beaucoup d'initiatives. On a, par exemple, des choses... L'Occitane, par exemple, travaille sur le beurre de karité au Burkina Faso, avec une composante sociale aussi, pour... direct producteur, oui, exactement, acheteur, on supprime les intermédiaires. Exactement, pour que ça bénéficie aussi aux communautés locales. Il y a aussi, je crois, Chanel qui travaille sur la fleur d'oranger. Yves Rocher le fait aussi. Yves Rocher fait beaucoup de choses. Mais enfin, après, on pourrait citer énormément d'entreprises qui, chacune, un peu dans son domaine, mettent en place de l'agroécologie, de la transition en bio, parfois avec aussi un travail un peu plus patrimonial sur des traditions locales. Donc, il y a un point qui me paraît important qu'on a évoqué quand on a échangé ensemble, c'est à quel point aussi cette démarche, elle doit être absolument au cœur du projet d'entreprise. C'est-à-dire c'est vraiment la direction générale qui doit l'incarner, qui doit la diffuser absolument dans toutes les strates, que ce ne soit pas juste du greenwashing dédié à un service qui va faire sa com autour de tout ça pour l'entreprise. Oui, il faut se méfier quand la RSE est portée par le service com. D'accord. C'est généralement pas très bon signe. Donc, oui, c'est tellement structurant, ça nécessite tellement d'investissement humain, de la compétence aussi, des compétences très très poussées, qu'il faut impérativement que ça soit un véritable projet d'entreprise qui diffuse et qui soit porté par la direction. On a aussi de nombreuses des questions intéressantes sur comment est-ce que j'inclus la transition écologique, par exemple dans les primes et dans les intéressements des salariés. C'est-à-dire que si les acheteurs ils sont payés, rémunérés uniquement sur le fait d'acheter moins cher, ils vont acheter moins cher. Il ne faut pas oublier que c'est un facteur d'attractivité majeur pour les jeunes générations aussi qu'on veut recruter, les jeunes talents. Oui, globalement. Parce que c'est un élément de jugement central, plus que le système de primes ou la fidélité à l'emploi. Exactement. Oui, c'est vraiment très, très important. D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste quelques minutes. Si l'un de vous quatre veut compléter, réagir... le micro est ouvert et si ce n'est pas le cas, on peut peut-être passer la parole à des questions dans la salle. On a 5-6 minutes. Premier doigt, première question. Ah, là-bas, à droite. Merci à vous. Ça fait marcher Céline, du coup. Voilà, ça lui fait faire du sport. Merci Céline. Bonjour, Clément Neveu pour l'Union Dentaire. Je me permets d'intervenir sur un angle mort. C'est souvent le numérique, c'est tous les petits outils que nous avons. On parle souvent, c'est tellement immatériel en fait qu'on ne se rend pas compte que ces petits outils, qui sont notamment dans les cabinets dentaires, on le voit à travers les écrans, les ordinateurs, tous les petits bijoux technologie, en fait, ça représente sur un bilan carbone d'un cabinet dentaire beaucoup plus que les déchets. D'accord. Et ça, on le voit même dans nos vies interconnectées. Aujourd'hui, on en parle de la maison connectée, dans nos vies personnelles, professionnelles. C'est très, très présent. Donc, c'est juste... Voilà, je rajoutais ce petit angle mort souvent, parce que souvent, on parle, c'est tellement immatériel, c'est tellement petit. Bientôt, on fera peut-être des téléphones encore plus petits. On nous en mettra peut-être même dans la peau, qui sait, on ne sait jamais. Que je voulais aussi le souligner, parce qu'en effet, le numérique a aussi un impact important sur l'écologie. Très bonne observation. Merci. Qui va permettre à Alice de compléter et d'enrichir. Très bonne observation. Effectivement, on n'a pas du tout parlé de l'impact du numérique, mais c'est considérable. Et là, on est dans une tendance à l'hypertechnologisation des soins, donc qui va poser un problème d'accès aux soins, mais qui va aussi poser un problème, de toute façon, on n'a pas les moyens écologiques de continuer cette hypertechnologisation des soins. Et c'est d'ailleurs la dernière phrase qu'il y a dans le dossier d'ADF, c'est qu'il faut aller plutôt vers une slow dentisterie. J'aime bien ce terme, mais c'est dur à dire. Parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Et avec la 5G, c'est juste la courbe exponentielle, comme la courbe des prévisions de l'Union européenne sur la pollution chimique. Ben voilà, en fait, on a bien conscience qu'il faut qu'on change notre façon de consommer
et de vivre finalement, mais pour l'instant les courbes elles sont comme ça. Donc, Là où c'est compliqué, c'est qu'il faut conjuguer slow-dentisterie et soutien aux progrès technologiques, scientifiques. c'est compliqué médical. parce que ce qui est compliqué en fait c'est de s'asseoir 5 minutes et de regarder. D'accord, Ça nous arrive plus jamais. Hein. c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et après, il ne faut pas du tout mettre à la poubelle, c'est le cas Bien de le sûr. dire, parce qu'on a une médecine et une médecine bucco-dentaire exceptionnelle. Tout à fait. On est capable de faire des soins juste époustouflants, et ça, c'est canon. Mais après, il faut quand même adopter une démarche de sobriété. On n'a pas besoin de stocker en permanence des données, de s'échanger 15 mails, 15 mails Bien à sûr. la seconde. J'allais dire 15 mails par jour, non, c'est 15 mails à la seconde. Voilà. D'accord. Si je peux me Oui, permettre de bien sûr, rajouter, bien sûr. l'empreinte du numérique, vous avez parfaitement raison. Et je crois de mémoire, 70% de l'empreinte, c'est l'objet lui-même. Donc déjà, ne pas changer son smartphone tous les 18 mois, le garder 5 ans, je pense qu'on n'est pas plus mal. Et de la même façon, alors je ne suis pas spécialiste du dentaire, mais j'imagine bien qu'il doit être possible de prolonger la durée de vie des différents appareils, tout en restant à la Et pointe de la lutter technologie. contre l'obsolescence programmée au passage. Hein. Question ? Autre question ? Benoît, vous avez une question, non ? Non. D'accord. Oui, un commentaire encore ? Oui, allons-y. Excusez-moi, mais je pense qu'avec un micro, ça sera mieux quand même. Juste pour rajouter, en effet, c'est juste par rapport à la réutilisation, le reconditionnement, l'utilisation de produits reconditionnés diminue de 55 à 91% l'impact environnemental. Donc aussi, comme vous disiez, lutter contre l'obsolescence programmée, ne pas changer tous les 4 matins, mais aussi du coup potentiellement utiliser des produits reconditionnés peut être aussi très impactant. Voilà. Merci. De se faire avec des produits dentaires. Il y a aussi un développement aujourd'hui sur l'économie de la fonctionnalité. Il y a de l'économie circulaire sur les prothèses ? Alors, c'est même pas l'économie circulaire, en fait. Ouais. Non, pas sur les prothèses. Non, excusez-moi, hein, je Ça connais arrive, rien. Ça arrive. Ouais. Non, je pense sur tous les équipements, les gros équipements D'accord, dentaires. pardon. Ok. Une question, non ? Pas de regret, parce qu'après, c'est plus possible de poser J'avais des juste questions. une remarque donc. complémentaire, parce que Ouais, comme on pardon. est sur le sujet du développement durable, pour rappeler aux industriels et notamment aux exposants de l'ADEF que cette année, avec le Comidan, on a décidé de valoriser, parce que je pense que c'est aussi important de valoriser les démarches si on veut sensibiliser les professionnels et qu'il y ait du changement. Il faut aussi valoriser ceux qui font des efforts et qui s'engagent. Donc on a rajouté dans le prix d'innovation du Congrès un prix spécial cette année, développement durable, pour saluer l'engagement d'une entreprise. Donc comme l'a dit Stéphanie, vous avez compris, tout dossier qui n'est pas porté par la direction générale ne sera pas bien étudié par le jury pour le prix d'innovation sur ce thème. Donc pensez à ceux qui sont engagés à candidater pour faire reconnaître cet engagement auprès des chirurgiens dentistes. Super. Dernière question ? Non ? Oui. Allez. Pour la route. Je ne peux pas m'empêcher de réagir plus qu'une question pour dire que dans ces petits comités, on est tous d'accord. Et dans les comités de quelques dentistes, on est aussi tous d'accord sur ces démarches qui s'imposent à nous, comme disait Alice tout à l'heure. Je constate néanmoins que pour prendre un sujet que tout le monde connaît bien depuis 2 ans, qui est celui du masque, 90% des masques que nous vendons sont des masques d'importation. Donc il appartient quand même à nous tous et aussi à toutes les instances qui représentent les chirurgiens dentistes. Il y a le syndicat dans la salle aussi, donc on est ravis de vous avoir avec nous. Mais il nous appartient tous collectivement d'avoir un vrai travail de sensibilisation de la profession, parce que, ok, bien sûr, les masques français, ils sont plus chers, ça c'est indéniable. Mais néanmoins, pour le moment, on n'a pas trouvé de solution pour fabriquer au même prix en France que quand on fabrique en Thaïlande, en Chine, je ne sais pas où ailleurs encore, ou en Turquie. Donc ça, de toute façon... Oui, une des solutions, ce sera peut-être de consommer moins. Sur des sujets comme les masques, ce sera peut-être compliqué, donc ça va dépendre des produits. De consommer moins et de consommer mieux. Voilà. Merci. Merci à vous. Il est 17h15. Merci à tous les 4. On vous applaudit. Et le mot de la fin, peut-être pour un petit mot de la fin, rapide.
Ça marche? C'était juste pour vous remercier. On a eu des débats intéressants cet après-midi. J'espère que l'année prochaine, on en aura encore encore plus intéressants et plus durables, hein, puisque c'était le mot. Je crois ces réflexions-là, il faut en parler continuellement. C'est une démarche de longue durée. Et le comité, en tout cas, sachez, ça s'associe pleinement à ça, parce que de toute façon, vous l'avez dit, on n'a pas le choix, quoi. Donc encore merci. Et donc l'Assemblée générale est terminée.